Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau rendez-vous des IA-Date. Chaque mois, nous vous retrouvons au Palais des Rois Sardes de Nice avec des intervenants autour de l'intelligence artificielle. Alors, ces rendez-vous s'inscrivent dans le cadre de la politique du Smart Deal du département des Alpes-Maritimes, dont l'un des objectifs est d'acculturer la population maralpine aux nouvelles technologies et plus particulièrement à l'intelligence artificielle. Et aujourd'hui, notre IA-Date s'intitule Mare Nostrum, un océan, une mission, un futur. Et justement, Mare Nostrum, eh bien, c'est un projet créé à l'initiative de Diana Lendi qui rejoint l'objectif du département, sensibiliser le grand public sur la protection de la biodiversité marine grâce à l'intelligence artificielle, l'art et l'innovation technologique. Je vous présenterai dans quelques instants nos invités, mais pour introduire cette IA-Date, eh bien, j'accueille Isabelle Galli, qui est donc la directrice de la Maison de l'intelligence artificielle. Bonjour Isabelle. Bonjour. Je suis ravie d'être là aujourd'hui. Vous savez, il y a 9 mois, le président du département des Alpes-Maritimes, Charles Anginesi, m'a confié une mission incroyable. C'est la direction de la Maison de l'intelligence artificielle. Et dans le cadre de cette mission, il m'a dit, Isabelle, il va falloir acculturer plus d'1 million d'habitants. Je vous avoue que face au chantier, je me suis sentie très impressionnée et je me suis dit mais comment je vais y arriver? Et puis au fur et à mesure des mois, j'ai découvert tout un écosystème. Je connaissais déjà un peu l'écosystème entreprise, l'écosystème start-up. Thierry Deschamps-Despaillettes, qui est là aujourd'hui, qui est vice-président de Cluster IA, sait combien j'avais à cœur déjà le développement économique de nos startups. Et surtout, j'ai découvert quelqu'un d'incroyable, c'est Marco Landi, qui est un vrai soutien à cet écosystème d'intelligence artificielle et qui, avec le président Charles Anginesi, a vraiment donné une impulsion à ce département et mène cette expérience unique en France et même dans le monde, même s'il y a des MIA qui s'ouvrent un peu partout désormais, qui mène ce projet unique d'aider l'ensemble d'un territoire à aller vers ce futur et aller vers un futur dit souhaitable. Le futur, le président ne voudrait pas qu'il s'impose à nous, mais il voudrait qu'on soit en capacité de le dessiner comme nous le souhaitons. Donc ces IA-Date, elles sont là pour nous éclairer sur ce qu'est l'intelligence artificielle, quels sont aussi les grands questionnements qu'il peut y avoir derrière ces technologies. Et aujourd'hui, c'est un moment un peu d'exception parce que c'est un moment où c'est le regard de l'artiste qui vient questionner la technologie. Et rien ne vaut le regard de l'artiste pour nous éclairer nous-mêmes. L'artiste, de tout temps, est venu nous aider à interpréter ce que nous avions du mal à comprendre. Pourquoi? Parce que l'artiste, en général, a une sensibilité qui est plus développée et qui surtout sait l'exprimer. Donc à travers des arts très différents, la photographie, la réalité virtuelle, la sculpture, on peut avoir une représentation vue par les artistes et les artistes eux-mêmes s'emparent des technologies d'intelligence artificielle et je trouve que leur appropriation aussi nous apprend beaucoup. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que j'ouvre cette IA-Date aujourd'hui, cette IA-Date qui repose intégralement par une autre personne extraordinaire, parce que chez les Landi, il n'y en a pas un, il y en a deux, c'est Diana qui est là, Diana qui est non seulement docteur en intelligence artificielle, mais en plus elle-même artiste, et qui a un véritable appétence pour le domaine de l'art et des technologies, et qui, depuis de nombreuses années, maintenant mène des projets, et je crois que c'est un début d'aboutissement de tous ces projets. Et en plus, ces projets, ils sont mis au service de l'environnement. Ils sont mis au service de notre Méditerranée. Ils sont mis au service de notre littoral. Nous, Niçois, Azuréens, on est très attachés à notre littoral. C'est important, la mer, pour nous. C'est la moitié du département, la Méditerranée. Donc cette Méditerranée, dès qu'elle est abîmée, elle nous abîme nous aussi. Donc c'est important que les technologies viennent nous aider à la préserver. Et vous avez eu l'occasion, si vous avez fait le tour du petit showroom qu'il y a en bas, de voir des solutions qui nous viennent d'Italie, qui sont extraordinaires, qui permettent, je reprends mes notes parce que
qui nous permettent vraiment de surveiller déjà l'état de nos fonds marins, qui nous permettent également d'aller les nettoyer, qui nous permettent d'envisager le futur. Et nous avons la chance aujourd'hui, en plus des startups, d'avoir des chercheurs. Nous avons Maria-Louisa qui est au CNRS et au laboratoire océanographique de Villefranche-sur-Mer. Et puis nous avons aussi, excusez-moi, voilà, j'ai perdu le papier. Florian, voilà, qui est lui à son regard d'artiste. Donc on est en train aujourd'hui de concilier le Smart Deal, le Green Deal, c'est-à-dire 2 politiques phares du département des Alpes-Maritimes, à travers l'art, à travers une technologie qui est en train de transformer notre société, qui est l'intelligence artificielle. Alors le Smart Deal, vous connaissez, puisque vous êtes des fidèles des IA-Date, vous commencez à le connaître. Mais il a un pendant, c'est le Green Deal, c'est-à-dire la volonté du département de préserver notre patrimoine et préserver notamment notre patrimoine méditerranéen. Donc il y a un plan Méditerranée 06 qui est décliné en 4 objectifs. Il y a déjà 47 actions engagées ou à venir sur ce plan Méditerranée 06. Les 4 axes, c'est connaître et préserver. Et là, je dois avouer que tout le travail que font les startups sur le machine learning et la capacité à collecter de l'information au fond de notre Méditerranée pour nous remonter ce qui s'y passe est essentiel. Il y a aussi la lutte contre les pollutions. Nous polluons parce que nous avons des bassins d'eau qui se déversent en Méditerranée. Donc comment limiter cette pollution? Mais nous polluons aussi parce qu'il y a beaucoup de déchets dans cette pollution et c'est un combat qu'il nous faut mener. Il y a aussi la maîtrise des usages. Vous savez que nous avons des publics très différents qui utilisent notre Méditerranée. Donc nous avons les plaisanciers, nous avons les bateaux, les ports de commerce, nous avons les touristes, nous avons les nageurs, nous avons les plongeurs. Et tous ces gens doivent vivre en harmonie et, si possible, le vivre écologiquement. Donc on est en train de développer, notamment à Théoul-sur-Mer, le département est en train de développer des zones de mouillage écologique qui vont favoriser un meilleur respect des fonds marins. On a aussi cette mission, et elle est aujourd'hui, Benjamin nous l'a dit, elle est aujourd'hui remplie, c'est éduquer, sensibiliser le grand public. Et aujourd'hui, à travers l'intelligence artificielle, l'art, on montre quels sont les possibles. Et les possibles, c'est déjà un début d'adhésion, c'est déjà un début d'adoption, c'est déjà un début d'engagement. Et c'est formidable que vous soyez là tous, et je vous en remercie, pour savoir ce que l'IA, l'art et l'environnement peut faire pour notre Méditerranée. Donc, sachez que, je le dis toujours en conclusion de mes propres propos, sachez que la Maison d'intelligence artificielle vous est également ouverte et que vous pouvez venir, bien évidemment, en prenant rendez-vous, découvrir d'autres aspects de l'intelligence artificielle. Mais là, je voudrais laisser la place à Diana, et qui va vous présenter ce projet Mare Nostrum, qui est un projet incroyable. Merci Diana. Merci Isabelle Galli, donc directrice de la Maison de l'intelligence artificielle à Sophia Antipolis. Et on a donc le plaisir d'accueillir Diana Vicinelli Lendi, présidente de Artec et Experia et Art à l'Institut Europia, pour cette présentation Mare Nostrum, un océan, une mission, un futur. C'est à vous, ma chère Diana. Merci beaucoup. Je suis très heureuse d'être ici. Merci. Et je remercie toutes les personnes qui m'ont aidé à la réalisation de cette journée et des autres projets qu'on a fait ensemble. Alors, je pense que ce projet qui s'appelle Mare Nostrum, je préfère regarder ici, Mare Nostrum, c'est un projet qui a commencé en 2021. Mais en réalité, la réflexion sur les déchets plastiques dans la mer est commencé avant, pendant la période du Covid, pendant le confinement. Il y a eu 2020-2021 des énormes avancées technologiques, en particulier dans le numérique, mais en même temps 30% en plus de déchets plastiques rejetés dans la mer. Donc ces deux aspects extraordinaires, la technologie qui fait des bonds en avant et le plastique qui va dans la mer, m'ont suggéré l'idée de mettre ensemble trois éléments, l'art,
la science et la technologie pour présenter ce projet qui s'appelle Mare Nostrum. D'abord, la science. Nous avons besoin de la science, de scientifiques. Maria Luisa Pedrotti, sans la rigueur de la science et la précision des données, nous ne pouvons pas faire ni des hypothèses ni des projets. Donc, merci à la science. On a besoin aussi des artistes. Comme on disait, les artistes, ils regardent l'environnement différemment, ils ont un regard différent. Ils peuvent voir le futur avec leur imagination, ils peuvent nous faire voir le futur. Et j'ai trouvé que les artistes sont très sensibles au thème, par exemple, de la pollution plastique. Et on a besoin des experts, experts technologiques, des entrepreneurs, des chercheurs, parce que sans les experts et les innovateurs et les entreprises, rien ne pourra déboucher à quelque chose d'un engagement durable. Il faut que toute discussion puisse aller vers des projets qui ont une durabilité et donc une sustainable economy, puisse être continuée dans le temps. Cette première mission, ça a été à Venise. À Venise, à un environnement tellement fragile que le problème du plastique, de la pollution plastique dans la lagune est très important. C'était considéré super urgent. À Venise, moi j'ai eu l'aide des chercheurs, les CNRS et l'Institut marine, s'appelle Institut marine de la lagune. Ils sont venus partager leurs recherches extraordinaires sur la détection et la façon de nettoyer la lagune du plastique. Mais en même temps, on a eu un concours d'artistes qui ont créé des œuvres d'art utilisant des délaissés de la mer ou des objets issus du recyclage. 3 entreprises étaient présentes à cette première manifestation, Sequal, Maelstrom et Marginette. Les 3 ont fourni les matériels aux artistes pour créer leurs œuvres, mais en même temps, ils ont présenté leurs projets pour donner des solutions pratiques au problème de la pollution plastique dans la lagune magnifique de Venise. L'intérêt et les soutiens pendant cette première manifestation m'ont donné l'idée de faire un deuxième projet qui a été fait en 2022 à Sophia Antipolis. Donc en 2022, Mare Nostrum vient en France, donc vient sur la Côte d'Azur. Étant donné que c'était à Biot et à Sophia Antipolis, la partie science et la partie technologique étaient beaucoup plus importantes par rapport à la partie artistique. Mais la science, on a eu une extraordinaire chercheur que peut-être vous avez croisé en bas, qui s'appelle Alberto Bodena. Alberto et son équipe à Sophia Antipolis ont présenté un projet de modélisation des courants marins. Vous savez, les plastiques qui se déversent dans la mer, ils ne restent pas sur place. Ils voyagent dans la Méditerranée en suivant les courants. Et bien, ce projet extraordinaire de modélisation des courants fait en sorte qu'on crée un modèle et ensuite on peut vérifier avec les satellites et les relever si les modèles, corriger les modèles et voir des zones dans lesquelles ce plastique peut être intercepté. Donc c'est grâce à ces recherches extraordinaires, toujours du laboratoire de Villefranche-sur-Mer et de la technologie IA, qui a aidé ces modèles de modélisation de courants marins, qu'on peut trouver des solutions, comment nettoyer la mer de façon scientifique. Ensuite, on a eu aussi 2 artistes extraordinaires qui ont participé effectivement à cette première œuvre à Sophia Antipolis. Jérémy Gobet, qui aujourd'hui n'est pas là, c'est un artiste extraordinaire qui,
grâce à la science et la technologie, a réussi à créer une dentelle de matériel organique avec laquelle, posée sur les coraux, il a réussi à redonner la vie à des coraux qui étaient morts à cause de la pollution plastique ou à cause d'autres raisons, peut-être le réchauffement, dans des mers proches et lointaines. Donc déjà, une dentelle, la forme d'une dentelle faite avec du matériel organique, et ça a aidé à redonner la vie à des formes comme les coraux, et qui étaient effectivement, qui sont sont une espèce menacée. Ensuite, on a eu effectivement la technologie avec notre expert Thierry, qui aujourd'hui va vous parler encore plus en détail. Mais effectivement, si on n'inscrit pas dans une logique de développement durable ces projets, il reste des paroles. Donc il faut quand même qu'il y ait une économie derrière, une économie durable qui permet effectivement de réaliser et de faire en sorte que ces projets continuent dans le temps. Mare Nostrum, cette année, a été présenté à Cannes, au World AI Cannes Festival. C'était dans ce moment-là, à Cannes, on a immergé les spectateurs dans comme un métaverse, dans des projections à 3 dimensions qui montraient les aspects de ce projet, la technologie, l'art et toujours la science. Donc, à Cannes, Mare Nostrum, je vais citer deux éléments seulement. À Cannes, on a eu une première technologique, je crois, mondiale, mais très importante. On a réussi à montrer aux spectateurs pendant le festival des images à haute définition qui venaient d'une caméra sous la mer dans la rade de Portofino. Donc, la caméra, c'est une caméra très spéciale. Si quelqu'un est intéressé peut trouver des détails sur la technologie de engineering. Donc, je salue la responsable ici qui est venue de Rome. Et effectivement, cette caméra, elle est quand même extraordinaire parce qu'il réussit à rester à des profondeurs importantes pendant longtemps, parce qu'elle est intelligente, elle s'active seulement quand ça se passe quelque chose de moins, de pas habituel, et surtout, elle se nettoie toute seule, elle peut transmettre, elle s'allume, elle peut transmettre des images. Eh bien, à Cannes, nous avons eu une extraordinaire vidéotransmission de cette caméra, parce qu'il y a eu un petit poisson qui a décidé de passer devant la caméra au moment où il y avait le public à Cannes, et donc c'était le poisson le plus photographié, je crois, pendant le festival. Mais la caméra s'est activée parce qu'il y a eu un phénomène différent par rapport à l'habituel. À Cannes aussi, on a eu Patrick Moya, un grand artiste du métaverse, qui c'était un des premiers qui a créé de la réalité virtuelle basée sur des thématiques importantes, effectivement à Monaco, à la Principauté, au musée océanographique, où ils sont très sensibles aux problèmes de la mer. Il a pu recréer l'univers de Monaco et imaginer une petite bonhomme qui plongeait dans cet univers et il explorait de façon virtuelle la réalité qui existe effectivement au musée océanographique de Monaco. 2 entreprises ont participé, Engineering, Onair qui a fourni toute la partie d'intelligence artificielle à cette caméra capable de transmettre et de s'activer en cas de transmission inhabituelle, et naturellement Avgard, qui est une grande entreprise basée aux îles Lofoten, dont Thierry il vous parlera ensuite. Après Cannes, on a eu la journée mondiale de l'océan. Et c'était le 8 du mois de juin.
Eh bien, Mare Nostrum, qui désignait autrefois la Méditerranée pour les peuples romains, les Romains appelaient la Méditerranée Mare Nostrum, l'océan devient Mare Nostrum. On se rend compte que nous sommes impliqués dans ce qui se passe dans l'océan, pas seulement dans ce qui se passe dans nos côtes ou dans la Méditerranée. Donc, Mare Nostrum devient un projet global. Il faut préserver l'océan et dans cette nouvelle manifestation de Mare Nostrum, à l'occasion de la Journée mondiale de l'océan, on a eu des extraordinaires artistes. Florian, que vous allez connaître personnellement, vous avez déjà connu en bas parce qu'il vous a montré plein de choses qu'il fait. Mais surtout, c'était le mois de juin 2023 et les progrès extraordinaires de l'intelligence artificielle et du machine learning, de l'apprentissage automatique, ont fait en sorte que cette intelligence artificielle est devenue partie prenante de ce projet. On a, et je pense que je l'ai laissé là, un article de presse qui est paru cette année, je crois en avril 2023, écrit complètement par ChatGPT 4. C'est un article de presse que je vous invite à regarder parce qu'il est très bien écrit. Je ne pense pas d'avoir le temps de vous ne lire de morceaux, mais il est quand même extraordinaire comme un programme puisse écrire un article de presse si bien et complet. Donc ça veut dire, à mon avis, que les informations existent et pour préserver l'océan, il faut vraiment la volonté de pouvoir aller vers ce qui nous indique cet programme et cet article. Et ensuite, on a présenté des images, mais je pense qu'on va les voir encore aujourd'hui. C'est une image extraordinaire créée par un logiciel qui s'appelle DALL-E, mais il y en a plusieurs qui sont sortis par la suite. Mais vous écrivez sur votre ordinateur les méduses et la microplastique, et l'ordinateur il va vous trouver des thèmes, des images qui vous font réfléchir sur comment l'homme traite son environnement. Et en dernier, toujours cette année, pour la fin, donc je pense que c'était le 26 du mois de juin, Mare Nostrum a été sélectionné pour être présenté à Gênes pour l'arrivée d'une l'Ocean Race, que c'est la plus grande course régate à voile en équipage, des bateaux qui ont fait le tour à voile du monde. Et pour la première fois dans l'histoire, il a recueilli plein d'informations sur l'environnement, sur la qualité de l'eau, sur le plastique et plein de données dans des zones où normalement il n'y a pas des observatoires marins, on ne fait pas de tests de l'océan. C'est la première fois et la technologie qui a permis ça, c'est une autre entreprise donc, dans laquelle vous pouvez effectivement voir en bas, Oceanis, et qui a créé une espèce de boîte comme une valise qu'on pose sur un bateau à voile, donc elle peut rester. Et là, des petits capteurs, donc il capte l'eau, il mesure un tas de données et ensuite il transmet immédiatement ces données par satellite qui peuvent être analysées en temps réel. Donc c'est quand même, je pense, une première fois dans laquelle les sports et les soucis de l'environnement sont ensemble. C'est-à-dire, dans un événement sportif, on donne à cette course, on a donné à cette course une mission de recueillir des données sur notre océan. Et je pense à Genève a été créée pour la première fois la première réunion pour une déclaration des droits de l'océan, qui a été présentée aux Nations Unies. Eh bien, je vous remercie parce qu'aujourd'hui, dans cet magnifique palais des Rois Sardes, j'ai pu réunir toutes ces manifestations et j'ai pu effectivement avoir les trois, Maria Luisa Pedrotti, qui est la chercheure du laboratoire de Villefranche, qui a accepté de nous parler de
à travers la science de l'état, effectivement, de notre Méditerranée. Et bienvenue à Florian et bienvenue à Thierry, qui nous soutiennent comme d'habitude. Merci encore. Merci beaucoup. Merci Diana pour cette présentation et cette initiative. Alors, premier volet, la science. J'appelle donc pour en parler Maria Luisa Pedrotti. Vous êtes chercheur au Centre national de la recherche scientifique, le CNRS, et au laboratoire d'océanographie de Villefranche-sur-Mer pour évoquer l'impact de la pollution plastique sur la santé des écosystèmes marins. Une vision globale de la problématique des plastiques dans l'océan sous forme de questionnaire. La deuxième, c'est un peu les travaux qu'on est en train de mener maintenant au laboratoire avec 2-3 projets, dont 2 européens qu'on est en train de développer. Et après, quelques diapos que j'ai esquissé un peu des possibles solutions pour essayer d'endiguer cette pollution. Ça fait que je commence pour me poser la question et vous poser. D'où viennent les plastiques qu'on retrouve dans l'océan? Alors, ces plastiques, en effet, ils viennent 80% de la Terre. Ça veut dire que c'est les déchets plastiques mal gérés, les déchets qui sont transportés par le vent, les rivières. Par exemple, si vous jetez une bouteille d'eau au centre de Paris, il se peut que cette bouteille arrive à l'océan Arctique. On a montré que le plastique voyage, il commence à sédimenter, il rentre par les rivières et petit à petit, il va s'accumuler dans certaines régions de l'océan parce que la mer n'a pas de frontières. D'autres causes qui mènent les plastiques dans la mer, c'est les événements naturels comme les pluies, les tsunamis. Et il y a une petite partie, donc 20% en Méditerranée par exemple, qui viennent des activités maritimes. Ça veut dire que les bateaux qui jettent de moins en moins, parce qu'il y a eu des traités qui empêchent que les plastiques soient jetés sur les bateaux, mais surtout des engins de pêche abandonnés. Ce qu'on appelle les ghosts. Ça veut dire que les filets fantômes, qui quand ils sont usés, ils sont jetés par les pêcheurs ou par hasard, ils vont tomber dans l'eau. Et comme c'est du nylon qui va rester 600 ans dans l'océan, mais ils vont continuer à pêcher, mais plus les poissons, mais les dauphins, les tortues, comme vous pouvez voir par là. Il y a à peu près 1 million d'oiseaux qui meurent par an à cause de ces filets ou d'avoir ingéré les plastiques, et 100 000 mammifères marins. Alors, qu'est-ce qu'on a fait avec ces plastiques? Mais depuis qu'on a créé ces plastiques, mais on a produit 83 milliards de tonnes de plastique. Et la majorité, c'est produit, mais 99 par les combustibles fossiles. Alors, si vous regardez un peu les tableaux, bon, c'est juste pour vous dire que c'est les emballages, ça veut dire que le plastique à usage unique, c'est celui que les industriels produisent le plus. Après, c'est le plastique pour le bâtiment. Et le troisième, c'est les textiles. Ça veut dire que c'est énorme. Et par exemple, en 2019, c'est les dernières données scientifiques qu'on a produit 460 millions de tonnes de plastique. Et normalement, la projection, c'est que ces plastiques vont augmenter 4% par an. Et on va arriver, mais en 2050, avec 18 millions de tonnes de plastique produits. Malgré tous les scénarios que les scientifiques sont en train de faire, malgré toutes les actions pour limiter cette production, mais les scénarios sont comme ça. Et ce qu'il faut savoir, c'est que 10% de ce plastique sont des déchets. Et je vous dirai après où est-ce qu'ils vont. Alors, combien de temps les plastiques restent dans l'océan? Alors, vous savez que bon, le plastique, c'est un produit magique, et heureusement, parce qu'il y a quand même des utilités très importantes. Hein. Le problème, ce n'est pas le plastique, c'est l'usage qu'on fait du plastique. Ça veut dire qu'il bon, est presque indestructible, et il va petit à petit s'y fragmenter. Ça veut dire qu'une bouteille va devenir des petits morceaux, des mésoplastiques, des microplastiques, c'est la taille d'un confetti, et petit à petit, il va se désintégrer. Mais les scientifiques ont fait des simulations qui montrent, par exemple, qu'une ligne de pêche, elle va mettre 600 ans pour se dégrader. Une bouteille PET, elle va mettre 450 ans. Un gobelet plastique, on utilise 5 minutes, mais il va mettre 50 ans. Et les sachets plastiques, heureusement, qui ont été bannis maintenant, c'est de 20 à 100 ans.
Ça veut dire que c'est énorme, la proportion du temps que ces plastiques vont rester en train de polluer et le temps qu'on les utilise. Alors, combien de plastiques rentrent dans l'océan sous forme de microplastiques? Ça veut dire qu'il y a les plastiques qui vont rentrer et qui vont se désintégrer, mais il y a des plastiques aussi qui vont rentrer déjà tout petits, comme les fibres synthétiques des machines à laver. Je vous montrerai plus tard des expériences qu'on a faites. Il y a les granulés, vous savez, ces pellets qu'on utilise pour la fabrication du plastique. Il y a encore beaucoup d'accidents sur les cargos. Et ces plastiques, ils tombent dans l'océan et on trouve ces pellets dans les plages. C'est vraiment une pollution très importante. Il y a les produits cosmétiques, les détergents qui petit à petit maintenant on est en train de bannir, hein, les microbilles des cosmétiques. Mais il y a un autre problème qui est très récent, qui c'est l'abrasion des pneus. On a montré, ça a commencé par les lacs suisses, que les pneus, cette petite abrasion va former des nanoplastiques, qui sont encore plus petits que les microplastiques. Et maintenant, on commence à avoir les techniques pour les détecter en mer. Vous voyez, ça veut dire que c'est une étude vraiment qui commence. Alors, qu'est-ce qu'on trouve en effet, quel type de polymère on trouve dans les océans? Alors, c'est un assemblage très hétérogène qui va changer en couleur, en forme, en densité, en composition chimique, que je vous parlerai plus tard parce que ces plastiques vont avoir des additifs. Ça veut dire que c'est très difficile d'aller en mer et dire « d'accord, on va récupérer ces plastiques et on va le recycler ». Ce n'est pas possible parce qu'ils sont très différents. On ne peut pas les utiliser une autre fois pour l'alimentaire. Ça veut dire que ce n'est pas une solution de penser qu'on peut nettoyer la mer et enlever ces plastiques et les réutiliser. Et alors, quand on regarde les expériences qu'on a faites en mer Méditerranée, où on a collecté ces plastiques qui sont en mer et on les a caractérisés, mais on a montré que la majorité des polymères qu'on trouve, c'est le polyéthylène et le polypropylène, qui en effet sont les emballages. Et on trouve aussi beaucoup de polyamides qui sont les fibres. Ça veut dire qu'on a bien compris, on va trouver en mer, mais bon, les plastiques à usage unique. Alors, combien de plastique va rentrer dans l'océan? Ça veut dire que je vous ai dit à peu près qu'il y a 46 millions de tonnes produites chaque année. 10% c'est des déchets. Et il y a à peu près, c'est des simulations, ça veut dire que c'est des modélisateurs qui ont essayé de récupérer toutes les données des plastiques qui ont été mal gérés dans les côtes des océans. Et on arrivait à peu près à des chiffres entre 8 et 12 millions de tonnes qui sont jetées, qui pénètrent dans les océans chaque année. Ça, c'est à peu près entre les 5 et 170 trillions de microplastiques. Alors, vous voyez, c'est quand même énorme. Et alors, qu'est-ce qui va arriver? Mais quand ces plastiques sont dans l'eau, ils vont se mélanger avec la vie, que j'appelle, ça veut dire avec le réseau alimentaire marin, et ils vont remonter la chaîne trophique, et vont arriver jusqu'à l'homme. Et alors, quand ils sont dans l'océan, hein, c'est 8 millions, 12 millions de tonnes, où est-ce qu'ils vont? En effet, comme le plastique, la majorité, 60% à peu près, est plus léger que l'eau, mais ils vont se concentrer dans ce qu'on appelle les gyres océaniques. Ça veut dire que par les courants et l'effet de rotation de la Terre, ils vont s'accumuler dans les 5 principaux gyres océaniques. Ça veut dire qu'il y en a 2 dans le Pacifique, 2 dans l'Atlantique et un en océan Indien. Vous voyez, c'est ces couleurs-là. Ça, c'est des travaux scientifiques d'un collègue à moi. Mais aussi, on les a trouvés en Antarctique, en Arctique et surtout en Méditerranée. La Méditerranée, c'est une des mers les plus polluées au monde, parce que c'est un bassin semi-fermé, et du coup, il va concentrer les plastiques à son intérieur. Et c'est là qu'on a fait beaucoup d'études, en effet. Alors, bon, les menaces, vous connaissez, hein, ça veut dire que l'ingestion, les oiseaux, l'enchevêtrement, les dauphins, les baleines, les tortues, mais aussi cette dégradation de l'environnement marin. Ça veut dire qu'on aime bien arriver à la plage et voir que tout est propre, que tout est bien, mais il y a des endroits, là c'est Hawaï, vraiment la plage est devenue une poubelle. Alors, il y a d'autres menaces aussi, comme je vous ai parlé de ces petits microplastiques qui vont se mélanger avec le réseau trophique marin. Et du coup, mais il y aura le zooplancton qui va manger ces plastiques, les poissons qui vont manger ce zooplancton, ou les baleines vont filtrer directement ces plastiques parce qu'elles vont le confondre avec le zooplancton. Et du coup, mais c'est toute la chaîne alimentaire marine qui est affectée. Et
qu'est-ce qui arrive? Mais ça va d'une façon ou d'une autre arriver à l'homme. Alors, pas seulement les plastiques par le réseau trophique alimentaire, mais aussi par les bouteilles, par les ustensiles qu'on utilise. Alors, pourquoi? Mais parce que les plastiques vont contenir des additifs qui vont être potentiellement toxiques. Par exemple, les retardateurs de flamme, les stabilisants, les plastifiants, pour rendre le plastique souple, transparent, solide. Voilà. Et tout ça, c'est vraiment des produits chimiques. C'est des milliers de produits chimiques qu'on ne connaît pas très, très bien les compositions. Et c'est, par exemple, un exemple, c'est les phtalates qu'on trouve dans le PVC ou dans les bouteilles d'eau PET, ou les bisphénols dans les récipients alimentaires qui commencent à être bannis, heureusement. Et selon l'Agence nationale de santé française, le plus gros danger pour l'homme, en effet, c'est la migration de ces produits toxiques, de ces emballages, à l'homme, en effet, en buvant l'eau, voilà. Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est le plastique, il est partout maintenant. Il est dans le sel, dans le miel, on respire les plastiques, dans l'eau du robinet. Ça veut dire que c'est devenu vraiment une problématique très importante. Et il y a les nanoplastiques, ces plastiques qui commencent à se dégrader, qui deviennent aussi tout petits, qui peuvent traverser les tissus humains, on a trouvé déjà dans le cerveau. Ça veut dire que pour l'instant, ce n'est pas pour alarmer, parce qu'on ne connaît pas en effet les vrais effets, mais c'est pour dire que le plastique, il est là, il est présent. Alors, je vais vous montrer un peu les recherches qu'on fait au laboratoire de Villefranche. Alors, en bas, c'est ma petite équipe. Le deuxième, c'est Alberto qui est là au fond. Et voilà, ça fait qu'on a une petite équipe sympathique parce que j'ai pu recruter aussi des chercheurs par des projets européens et tout. Et je vais vous montrer principalement 2 missions qu'on a fait, Tara Méditerranée et Tara Pacifique, qu'on a travaillé dans le Pacifique Nord. Alors, qu'est-ce qu'on a montré en Méditerranée? Alors, peut-être que c'est un peu compliqué de montrer les graphiques, mais voilà, ça veut dire que là, il y a 4 graphiques. Ben là, le premier, celui-là, voilà, il montre la concentration des plastiques par rapport aux très basses et très hautes concentrations. Mais le plus important, c'est de montrer que les plastiques sont omniprésents. Ça veut dire qu'ils sont dans toute la Méditerranée. Il y a des endroits où les plastiques sont plus présents que dans d'autres endroits. Par exemple, à l'entrée au Cap Corse, à l'entrée du sanctuaire Pélagos, on a montré qu'il y a autant de plastique que de zooplancton. Et ça, c'est quelque chose assez important parce que c'est quand même le sanctuaire où les baleines sont protégées. Alors, dans le graphique un peu plus rouge là, on a évalué les risques liés à l'ingestion de ces plastiques. Ça veut dire qu'on a une technique qu'on appelle le rapport zooplancton plastique. Ça veut dire que quand on va en mer, on récupère le plastique, le plancton, et on essaye de voir où sont les régions où les quantités de plastique sont très importantes par rapport aux quantités de zooplancton, qui c'est la nourriture, par exemple, des poissons. Et ça veut dire que ça aussi, c'est une modélisation. On a modélisé tout le bassin méditerranéen et on a montré qu'il y a des régions qui sont très importantes et surtout des régions où il y a la reproduction des poissons. Ça veut dire qu'imaginez, mais bon, à un endroit où les élevants ont besoin d'avoir une nourriture de qualité, mais s'ils mangent du plastique, il y aura un problème de croissance, par exemple. Les 2 dernières graphiques, c'est un peu ce que Diana a parlé avant du travail d'Alberto. En effet, on a modélisé le transport et la chute de plastique en Méditerranée. Et alors, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a trouvé des couloirs où passe une grande quantité de plastique, parce qu'il n'y a pas des mécanismes comme dans les océans de concentration de plastique. Toute la Méditerranée, c'est un bassin de concentration, mais il y a des endroits, des couloirs où ils passent, mais les plastiques ne viennent pas de ces endroits-là. Ça veut dire que le plastique a été généré dans un autre pays, dans une autre côte, et pas dans celle où ces couloirs passent. Et il y a autre chose aussi importante dans le graphique en rouge et jaune, c'est que Alberto, il a modélisé la chute des plastiques due à la croissance des biofilms sur les plastiques, que je vous montrerai plus tard. Et il a montré aussi que l'endroit où les plastiques se déposent, ce n'est pas l'endroit où ils ont été jetés dans l'eau.
Alors, juste pour dire, comme je vous ai parlé que la mer n'a pas de frontières, en Méditerranée, la seule solution pour vraiment essayer d'endiguer cette pollution, c'est que tous les pays du bassin méditerranéen travaillent ensemble. Parce que c'est que comme ça, parce que vous voyez, ils jettent d'un côté, on trouve de l'autre, ça veut dire qu'il y a un moment donné que si on ne travaille pas ensemble, on ne va pas réussir à vraiment endiguer cette pollution. Et ça, c'est l'exemple de la Méditerranée, mais il y a des exemples aussi au Pacifique. Alors là, je vous montre juste un exemple de ce qu'on appelle le continent de plastique du Pacifique Nord. C'est une région 16 fois la France, où beaucoup de gens pensent qu'on peut marcher dessus. Hein. Ce n'est pas un continent de plastique, en effet. On a traversé pendant plus d'une semaine cette région et on a trouvé qu'il y a de tout petits plastiques. Ça veut dire que c'est juste pour montrer que ce n'est pas si facile de dire les plastiques se concentrent, on va les nettoyer. Parce qu'il y a une équipe voilà, où il y a beaucoup des start-up voilà, qui proposent, oui, on va collecter ces plastiques, mais ces plastiques sont mélangés avec le vivant et c'est ça qu'il faut toujours garder en tête. Ça veut dire que bon, ce qu'on a fait, on a montré qu'au milieu de ces patchs de plastique, il y a plus de plastique que de zooplancton aussi. Ça veut dire que voilà, c'est des choses qu'on peut montrer pour alerter voilà, les citoyens, les politiques, et dire, mais voilà, les solutions ne sont pas si simples. Alors ici, je vous montre rapidement juste une autre expérience qu'on a fait pendant 3 ans, qui s'appelle Projet Écosystème, financé par Suez à la station d'halieutisme, mais aussi on a travaillé sur d'autres stations d'épuration. On a fait le trajet des fibres synthétiques qui sont lâchées de nos vêtements quand on les met dans la machine à laver, et on les a tracés jusqu'à l'océan. Et alors pour vous donner une idée, une machine à laver produit entre 10 000 et 200 000 fibres. Alors imaginez si vous multipliez ça par la population de Nice, par exemple. Et malgré l'abattement, ça veut dire que la quantité que les stations d'épuration, elles peuvent retenir, que c'est énorme, ici c'est 92%, la station d'halieutisme c'est une des stations mais, modèles, mais on a calculé, on a estimé qu'il y a 4,3 milliards de fibres qui sortent par jour en Méditerranée. Alors je vous explique un peu juste comment on fait tout ça. Mais bon, on a des bateaux, on a des filets. Pour les fibres, on a des bouteilles. Ça veut dire qu'on collecte tout ça. Hein. Ça veut dire que voilà, là, il y a un bateau, le filet. On récupère tout ça sur un collecteur. On a aussi d'autres appareils, les CTD, parce qu'on est intéressé aussi de connaître la température, la salinité, la quantité de phytoplancton, les pigments. Voilà, ça veut dire que c'est quelque chose de multidisciplinaire. Et après, on va trier ces plastiques. Et au moment qu'on arrive au laboratoire, mais là, on va utiliser l'intelligence artificielle aussi. On va séparer ces plastiques de toute la matière organique et on va séparer aussi le zooplancton. On va les scanner séparément. On va, par machine learning, détecter avec un logiciel qui s'appelle Zooprocess ces organismes et par auto-learn, ça veut dire par apprentissage, ces logiciels, il va reconnaître les types de zooplancton qui sont dans ce filet qu'on a récupéré en mer et aussi les types de plastique. Et on est en train de créer une grande base de données. Et chaque fois, on alimente cette base de données parce que le auto-learn, ça veut dire qu'elle apprend de mieux en mieux à détecter et à connaître ces différents types de catégories de plastique, par exemple, et de zooplancton. Alors, une autre recherche aussi qu'on fait, ça veut dire qu'on ne va pas que compter les plastiques en mer et tout. On est intéressé par avoir une approche intégrative dans l'écosystème marin. Ça veut dire que maintenant, les plastiques sont là. On ne peut pas les enlever, ça veut dire qu'il faut comprendre comment ils vont interagir avec les organismes qui sont dans l'eau de mer. Alors ça, bon, j'ai fait juste un schéma avec les projets, mais juste pour vous dire qu'on essaye aussi de comprendre comment deviennent ces plastiques en mer. Alors on va travailler aussi sur la colonisation, parce que ces plastiques, c'est des vecteurs
de transport des espèces. Je vais vous montrer dans l'autre diapo. Ils peuvent aussi être mangés par les poissons et ils vont aussi sédimenter. Ça veut dire qu'on est intéressé par tous ces processus pour savoir en effet dans quel compartiment va se trouver ces plastiques. Est-ce que c'est important? Est-ce que c'est pas important? Quelles sont les conséquences de toute cette panoplie de comportements que ces plastiques vont générer en mer? Alors, juste pour vous montrer quelque chose, voilà, ces plastiques, c'est des véritables radeaux pour les espèces. Ça veut dire qu'ils vont, là je vous montre, tout ça c'est des plastiques de la taille d'un confetti. Et on a vu que ces plastiques, ils ont des algues, des bactéries pathogènes, ils ont des polypes de méduses. Et tout ça va être transporté en Méditerranée ou dans d'autres océans, à des endroits peut-être qui... ces espèces, mais elles n'ont pas lieu d'être comme les espèces benthiques qui vivent sur le fond. Elles vont être transportées par les plastiques dans la colonne d'eau et elles peuvent, par exemple, on a vu des bactéries pathogènes causer des problèmes, des épidémies. Ça veut dire que c'est un problème assez sérieux. Et alors, on a toute une technique pour faire ça au laboratoire, je vais aller rapide. Ça veut dire qu'on va identifier les plastiques, voir la colonisation. On va travailler sur la diversité de ces espèces pour savoir si elles sont toxiques, si elles sont envahissantes, si elles sont pathogènes. Ça veut dire qu'on fait la diversité par des approches génétiques. On a des microscopes très avancés aussi pour travailler sur la taxonomie. On fait aussi des incubations, ça veut dire qu'on incube les plastiques en mer pour comprendre si les différents polymères qui existent vont être affectés d'une manière différente par rapport au vieillissement ou par rapport à la colonisation de ces organismes. Ça veut dire qu'ici, c'est les expériences qu'on fait. On va cultiver ces organismes. On va aussi travailler, ça c'est un autre projet, sur la sédimentation de ces plastiques. Ça veut dire qu'ils vont être colonisés. Et nous, on va filmer les plastiques qui vont couler par rapport à cette quantité de biomasse pour savoir quelle est l'importance de cette biomasse que les plastiques vont récupérer, en effet, qui va grandir dans ces plastiques. Ça veut dire que ça, c'est très important pour les travaux de modélisation. Bon, c'est à peu près ce qu'on fait en ce moment, mais bon, on a d'autres projets en cours. Et alors, juste les dernières diapos, c'est pour vous dire, mais est-ce qu'il y a des solutions pour ces plastiques ou c'est une utopie? Alors, notre message est de dire, alors désolé parce qu'il y a deux mots pollution, que la dépollution totale des océans, elle est impossible. La solution, elle est à terre. Il faut agir avant que ces plastiques arrivent en mer. Après, on peut juste comprendre leurs impacts, on peut juste voir quels sont les vrais problèmes qu'ils peuvent causer. Et là, c'est les scientifiques qui vont aller et ils vont dire, écoutez, s'il y a trop de plastique en mer, il y aura ça comme problème. Mais la solution, elle n'est pas en mer. La solution, mais elle est holistique, je dirais, parce qu'il y a la partie du citoyen, il y a la partie des politiques, il y a la partie des industriels. Bon, là, j'ai mis des choses un peu banales, genre refuser les plastiques à usage unique, utiliser moins d'objets plastiques, recycler, mais bon, on a montré déjà que le recyclage, il est pas la vraie solution et c'est surtout l'économie circulaire, c'est penser à l'objet avant de le créer et penser aussi à sa fin de vie. Ça fait que ça, c'est quelque chose de très important. Alors, je vais passer sur ce diapositive, mais je vais juste vous dire rapidement que voilà, la petite bouteille que je vous ai montrée là de 250 millilitres, au fur et à mesure qu'elle se fragmente, mais elle va générer des quadrillions de nanoplastiques. Et ça, on n'a pas d'idée. Vous voyez, une toute petite bouteille commence à se fragmenter en 200 morceaux, 20 000, et après, imaginez la quantité de plastique qui est dans l'océan et qu'on ne sait même pas encore. Voilà. Alors bon, la France et l'Europe ont déjà commencé à prendre des mesures depuis 2017. Ça veut dire qu'on a banni petit à petit différents types de plastique à usage unique. Là, vous voyez, il y a les sachets plastiques, les microbilles, les assiettes, les gobelets, les cotons-tiges, les pailles. Et normalement, la loi anti-gaspillage du gouvernement, elle veut attendre pour 2040 vraiment la fin de mise au marché des plastiques à usage unique. Et là,
quelque chose d'important, c'est que maintenant l'ONU a pris ça en main, comme les COP pour le climat. On a un traité global sur les plastiques qui est en train de se mettre en place. Ça a commencé en novembre 2022 en Uruguay. L'autre réunion, c'était à Paris au mois de mai, et maintenant au Kenya, on va proposer une première version mondiale. Et quelle est l'idée? Mais l'idée, c'est d'agir ensemble dans le cycle de vie du plastique, de la production, de la consommation et de la gestion des déchets. Et quelque chose de nouveau, c'est qu'on veut aussi élargir la responsabilité aux producteurs de plastique. Et je pense que c'est que comme ça qu'on pourra commencer à penser à trouver des solutions. Merci. Merci. Merci beaucoup Maria Luisa, et je pense que les citoyens dans la salle, puisque vous les avez évoqués, vont réfléchir au comportement. Ouais. Vont réfléchir au comportement individuel. Alors après la science, place aux nouvelles technologies au service de la protection de l'environnement sous-marin. Avec vous, mon cher Thierry Deschamps de Payette, docteur en électronique et spécialiste des systèmes de télémétrie sous-marin, fondateur. Vous avez parlé de cette entreprise dans votre présentation, Maria Luisa, l'entreprise Avgard AS aux îles Lofoten en Norvège. Bonjour à tous, merci pour votre invitation. C'est pas la première fois que j'interviens ici, mais je peux introduire mon propos par le fait que face à ces problématiques, l'environnement maritime et l'environnement aquatique de manière générale est extrêmement sensible. Et de l'état de cette grande partie de la planète dépend une grande partie de nos conditions de vie à moyen et long terme. Et traiter les océans, la problématique de la pollution des océans ou de tout ce qui s'y passe est un sujet extrêmement sensible. Donc j'arrive ici en représentant une société norvégienne que j'ai fondée il y a maintenant un peu moins d'un an, c'était en janvier 2023, pardon. Et pourquoi la Norvège? Pourquoi, après 10 ans de recherche que j'ai effectué en France sur le domaine des télécommunications sous-marines, c'était mon sujet de doctorat, mais également un sujet qui m'intéressait à titre personnel, j'ai choisi de développer ces technologies dans un pays qui est très vaste, la Scandinavie, la Norvège, parce que c'est un des lieux au monde qui, a les moyens de pouvoir investir dans ces technologies. Il faut savoir que la Norvège, en raison de ses exploitations et de sa proximité avec l'environnement aquatique, a aujourd'hui l'essentiel de ses ressources économiques qui sont basées sur l'exploitation de l'eau douce, d'une part pour la production de l'énergie hydroélectrique. Une grande partie de l'énergie utilisée en Norvège est verte. Ils n'utilisent très peu d'hydrocarbures. Même pas de nucléaire, même si évidemment le nucléaire ne produit que très peu de gaz à effet de serre. Et une grande partie de la chaîne norvégo-suédoise, la chaîne montagneuse norvégo-suédoise, qui est très enneigée, fournit une grande partie de l'hydroélectricité. Il y a beaucoup de rivières. Et donc ils ont mis beaucoup d'infrastructures de barrages pour convertir l'énergie cinétique de l'eau en énergie électrique. Donc ça, c'est un premier sujet parce qu'il faut maintenir ces infrastructures de production électrique, d'une part, et donc il y a besoin de disposer sous le milieu aquatique des réseaux de capteurs qui permettent d'analyser la qualité de l'eau, mais également qui soient suffisamment robustes pour pouvoir supporter les chocs, parce que quand une rivière à un certain débit, elle charrie dans son courant des pierres, des cailloux, et la plupart des capteurs qu'on met sous l'eau aujourd'hui sont détruits lorsqu'il y a des variations importantes des débits. Donc on a vu ça ici localement lors du drame il y a 2 ans dans notre arrière-pays. Et c'est aussi des thématiques qu'on est capable d'adresser.
Donc Hafguard développe des réseaux de télécommunications sous-marins et des capteurs et des actionneurs qui permettent en fait d'interconnecter des réseaux et des systèmes sous-marins qui viennent agir dans l'eau. On est logé sur les îles Lofoten. Alors les îles Lofoten, c'est tout à fait au nord de la Norvège, pas très loin de Narvik. Et il se trouve que dans les îles Lofoten et sur toute la côte ouest norvégienne, on a deux autres activités qui sont notoirement rémunératrices pour la Norvège. On a tout ce qui est en rapport avec l'exploitation du pétrole, l'extraction du pétrole en mer du Nord. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est le seul endroit en Europe où on extrait du pétrole. Donc si jamais il venait y avoir une rupture de l'approvisionnement en mer du Nord, l'économie entière européenne va à la faillite. Voilà. Donc ça, c'est un premier point important, ce qui explique que ma société Hafguard vient d'être qualifiée par l'industrie de défense norvégienne comme une pépite, et donc comme une société critique pour fournir des systèmes de télécommunications sous-marins. Notre slogan, c'est Safety in Ocean of Uncertainty, c'est-à-dire apporter de la sécurité dans des océans d'incertitude. Alors, la deuxième chose, c'est que par rapport aux problématiques environnementales, on a la chance d'être logé dans un bâtiment tout neuf au nord de la Norvège, donc sur les îles Lofoten, pas très loin de Leknes, dans un biocenter, donc en fait des gens qui travaillent justement sur la biologie marine, parce qu'un troisième secteur qui est important pour la Norvège, c'est l'aquaculture, c'est-à-dire l'exploitation, alors qui autrefois était intensive, maintenant un peu moins, mais qui est toujours très importante, des fermes marines, qui produisent une grande partie du poisson que nous consommons en Europe. Alors, quels sont les problèmes que l'on adresse? La première chose, c'est évidemment de détecter et de prédire les éventuelles pollutions au voisinage des sites sensibles. Alors, on ne prédit pas que les pollutions, on prédit aussi maintenant les risques d'attentats, les risques on va dire, qui sont un peu sensibles pour l'Europe. Il faut savoir que donc Hafguard, on a 4 collaborations avec le Canada, les États-Unis. On a dans notre board, notre advisory board, 2 personnes de l'US Navy, et puis également des groupes français, parce qu'on a un très gros groupe de la défense qui est représenté également dans notre board. Donc, détecter et prédire les solutions, protéger les sites sensibles. Alors, évidemment, comme il a été évoqué juste avant, on a un problème au niveau du sujet des pollutions en mer parce qu'elles sont très compliquées à traiter. Il faut savoir que effectivement, c'est avant que la pollution arrive en mer qu'on peut le mieux la traiter, au voisinage des villes et de nos côtes. C'est le moment où on peut intervenir le plus facilement. Une fois que les pollutions sont arrivées au large, ça devient effectivement très complexe. Donc, traiter, et pour traiter, on utilise des systèmes robotiques. Alors, aujourd'hui, il n'existe pas de manière industrielle des solutions à grande échelle qui sont capables de traiter les déchets. On peut le faire que dans des sites très particuliers, très sensibles, touristiques éventuellement, ou qui ont une particularité ou un intérêt pour la biodiversité qui est notable. Et puis évidemment, au voisinage des grands centres où l'activité humaine est concentrée. Et là, je vous ai mis une photo des plateformes pétrolières parce que faut savoir qu'au voisinage d'une plateforme pétrolière, on a des milliers de capteurs qui sont disposés, on a des robots sous-marins et on a des gros problèmes parce qu'il faut descendre à des fonds à peu près 9000 mètres pour les plus profondes d'entre elles. Et donc, c'est ce qu'on fait chez Hafguard, c'est qu'on développe des technologies qui peuvent aller dans ces grands fonds marins. Et c'est des endroits où c'est un silence, c'est-à-dire que les ondes qu'on utilise en surface ont beaucoup de mal à se propager sous l'eau. Et donc, c'est des défis techniques et scientifiques extrêmement importants pour pouvoir déployer des solutions sous-marines à ces profondeurs.
Et puis, le troisième sujet, eh bien, c'est de gérer ces sites et d'intégrer donc des systèmes interopérables, c'est-à-dire qui sont capables de communiquer avec les systèmes industriels standards, et d'une part pour capter l'information, mais aussi pour pouvoir maintenir éventuellement les infrastructures et intervenir sur les sites sous-marins de manière coordonnée. Donc, pour faire tout ça, au niveau technologique, on va utiliser des capteurs, des réseaux de capteurs, qu'il va falloir faire communiquer entre eux. Il faut analyser ces données. Alors aujourd'hui, pour analyser ces données, il y en a beaucoup de données qui remontent, et souvent l'esprit humain et la quantité de personnel qu'il faut pour analyser ces données est un petit peu difficile à mettre en œuvre parce qu'elle a un coût. Et l'intelligence artificielle, aujourd'hui, permet de traiter une partie de ces données avec des algorithmes de plus en plus sophistiqués et qui permettent de faire remonter des informations qui ont du sens et qui sont basées sur l'extrapolation d'informations qui sont prélevées, et des échantillons qui sont prélevés de manière très locale, mais qu'on arrive à croiser entre elles pour arriver à construire des modèles un peu plus sophistiqués et qui servent aux industriels. Et puis il faut agir. Et bien pour agir, comme je le disais, il faut essentiellement prévenir la pollution, mais une fois qu'elle est arrivée sur un site, eh bien, il faut déployer des systèmes automatisés parce que intervenir sous l'eau, ça coûte très très cher. Il faut des plongeurs et les coûts induits sont absolument colossaux. Donc on met en place des systèmes robotiques qui permettent eh bien, d'intervenir sur ces sites où l'humain a beaucoup de difficultés à intervenir de manière simple. Voilà. C'est très très compliqué et ça coûte très cher. Donc notre sujet, c'est de disposer donc, des systèmes robotiques, des capteurs qui sont mis en réseau au travers d'une technologie qu'on appelle chez Avguard les réseaux polymorphes intelligents. C'est-à-dire qu'on a en fait 3 façons de communiquer sous l'eau. On a l'optique, on a l'acoustique, et puis on a, dans une moindre mesure, mais pour des raisons de discrétion, la magnéto-induction. Et ces 3 technologies, en fait, sont très complémentaires. Ça a été le sujet de mes travaux de recherche pendant à peu près 10 ans. Et la conclusion à laquelle je suis arrivé, c'est que ces 3 méthodes de communication sont complémentaires, et en plus, elles peuvent être intégrées dans un même système. Et c'est ce qui intéresse notamment, d'une part, les militaires, mais aussi les industriels. Donc, ces réseaux, ils ont besoin, ces capteurs et ces robots ont besoin de communiquer et d'être synchronisés entre eux. Pour faire ça, eh bien, on utilise ces réseaux intelligents qui sont capables de commuter dynamiquement d'un mode de communication à un autre en utilisant des méthodes de transmission qui sont extrêmement sophistiquées. Donc, ce qu'on fait une fois qu'on a récolté ces données au niveau de notre société, c'est qu'en plus de prélever l'information, on va la traiter à un niveau supérieur, c'est-à-dire qu'on va fusionner les données. Et pour les fusionner, on utilise des algorithmes d'intelligence artificielle. Alors, on a des gros partenaires industriels qui sont des fournisseurs de solutions cloud industrielles et qui permettent de collecter toutes ces informations et de les rendre accessibles à un utilisateur final. Et c'est dans ces clouds que l'on vient ajouter de la valeur en mettant des algorithmes d'intelligence artificielle qui viennent déclencher des alertes ou permettre d'interagir rapidement avec l'environnement en déclenchant des systèmes robotiques qui sont prêts à intervenir tout le temps. Voilà. Alors, comme je le disais, nos secteurs d'activité vont vers les activités portuaires. Alors on est en train de s'étendre en France parce qu'on vient juste d'avoir notre premier client, gros client français avec qui on vient de signer un accord. Voilà. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle et donc il y a de fortes chances qu'on arrive aussi en France. On est, nous, en train de surveiller en fait des infrastructures portuaires, des infrastructures sensibles, pour détecter notamment sur les quais de déchargement des tankers, il y a des ponts sur lesquels passent des camions. Et ces ponts, en fait, sont soumis à la rudesse
de l'environnement maritime, et on a besoin de surveiller ces infrastructures sous l'eau. Et le problème, c'est que les drones ne peuvent pas circuler facilement entre les piles de ponts ou dans des endroits qui sont difficiles d'accès. Donc il y a besoin de télécommunications sans fil pour pouvoir le faire. Donc je vous ai parlé des barrages, je vous ai parlé des fermes aquacoles. Pour vous donner un ordre d'idée, en Norvège, il doit y avoir à peu près 1800 fermes aquacoles, et ça représente des milliards d'euros de chiffre d'affaires. Sachez que la Norvège, c'est le pays au monde, c'est le pays le plus riche du monde. Ramené au nombre d'habitants, le fonds souverain norvégien a à peu près 13 trillions de dollars, 13 000 milliards de dollars. Contrairement aux autres pays qui exploitent le pétrole, ils ont eu l'intelligence d'économiser, ce qui leur permet aujourd'hui d'investir dans l'avenir. Ça vient probablement de leur culture où il fallait prévoir pour survivre, l'hiver norvégien étant assez contraignant. Voilà. Donc les fermes aquacoles, les sites remarquables. Si vous allez sur la côte norvégienne, c'est une côte qui est extrêmement découpée, très rocheuse, et la qualité de l'eau est exceptionnelle, et ils en ont bien conscience. C'est-à-dire que c'est quand même un pays dans lequel ils ont tout à fait pris conscience de l'importance de la qualité de l'eau, de leur environnement marin, parce que effectivement une partie de leur économie en dépend, mais surtout parce que ça rentre dans une culture dans laquelle il y a de l'eau potable en abondance, mais ils ont cette sensibilité très scandinave qui, j'espère, viendra dans nos pays, mais qui pour le moment est très axée sur l'investissement que l'on fait maintenant pour pouvoir sécuriser l'avenir des ressources. Donc ils font des investissements. Voilà. Et pour une entreprise, c'est extrêmement important d'avoir un modèle économique qui soit stable pour pouvoir se développer. C'est une des raisons qui fait qu'on s'est installé là-haut. Et puis évidemment les pipelines, vous avez vu dans les actualités ces 2 dernières années que c'était un petit peu difficile. Donc pour ça on a besoin d'ingénieurs, hein, parce qu'il nous faut des techniciens. Donc on a la chance d'avoir un laboratoire qui est en cours de développement avec à peu près 300 mètres carrés de surface, de la place pour tous nos ingénieurs qu'on va embaucher en Norvège, mais on programme d'en embaucher aussi en France prochainement, puisque c'est un site sur lequel, et en particulier à Côte d'Azur, on envisage de se développer pour tout ce qui a été dit précédemment concernant la Méditerranée. Voilà, donc ce qu'on fait, c'est que ces données, on les reconstruit, et ça nous permet de reconstruire notamment un environnement virtuel en réalité augmentée, un espèce de métaverse, si vous voulez, industriel, dans lequel on peut voyager comme si on était un plongeur dans l'environnement sous-marin qui a été reconstruit à partir des données capteurs, donc des caméras, des sondes de pH, des sondes de température, des sondes de salinité. On a compté qu'on avait à peu près 150 sondes qu'on pouvait connecter sur un seul de nos modems sous-marins. Voilà, donc là on a les différentes méthodologies, et bon, ça c'est un peu technique, je vais passer, mais je vais finir plutôt sur les belles photos des îles Lofoten. Voilà. Merci beaucoup Thierry, mille merci. Thierry Deschamps de Payette. Alors on a parlé de la science, on a parlé des technologies, et ce rendez-vous Mare Nostrum, c'est évidemment large. Invite à présent Florian Drossin, qui est donc artiste et qui va nous parler d'art génératif et de poésie. C'est à vous Florian. Merci, alors bonjour, merci pour l'invitation. Alors, on va complètement changer de sujet parce que je vais vous parler de pollution marine et de déchets plastiques. Donc, alors j'aimerais vous parler de l'IA générative dans un processus de création, et vous parler de ce qui me fascine en fait dans le fonctionnement de la création avec l'IA. J'ai commencé à utiliser une intelligence artificielle pour créer des images hybrides de faune marine. Donc en fait, j'avais en tête les photos qu'on voit régulièrement sur Internet quand on s'intéresse à la pollution en mer, qui sont en général des mélanges de déchets d'animaux marins. Voilà, là je vous montre mes préférés. Donc ce crabe, je trouve ça assez beau, ce crabe qui joue avec ce verre. Et je me demande parfois à quel moment on va se rendre compte
de la quantité de plastique qu'il y a dans la Méditerranée. Et personnellement, je me demande comment va se comporter l'écosystème sous-marin avec une plus grande quantité de plastique. Donc j'entends parler de biodégradation, notamment du plastique, et je visualise le retour du plastique à un état naturel. Et j'ai ce fantasme d'une sorte d'union du plastique avec la faune marine. Donc en fait, j'avais envie de donner une forme à cette union, et j'ai trouvé un bon moyen avec les intelligences artificielles génératives de le faire. Donc comment ça fonctionne? En fait, on fait une demande à la machine qui va nous donner une série de propositions, donc comme ce que vous pouvez voir là. Par exemple, je lui ai demandé fais-moi une méduse mélangée avec du plastique dans un futur proche qui serait dystopique, par exemple. Et c'est un processus de travail en fait, qui s'apparente à celui d'un producteur. On va déléguer la dimension ouvrière de la machine en lui demandant ce qu'on veut produire. Et une des premières choses qui est fascinante, et que je trouve très poétique, c'est que la technologie, c'est une technologie qui manipule beaucoup d'informations, de données, de paramètres. Mais en fait, on n'utilise pas du code ou des mathématiques, mais on utilise le verbe, le langage. C'est-à-dire que des utilisateurs qui vont avoir du vocabulaire, qui vont savoir conceptualiser une idée, synthétiser et définir des éléments de leur pensée, vont naturellement mieux utiliser l'outil. Et c'est ce qui a un très bon fonctionnement pour des utilisateurs comme des artistes qui travaillent avec des concepts ou des visions plus poétiques dans leur recherche de forme. Donc en fait, l'intelligence artificielle, elle est assez bien faite pour faire de l'art, parce qu'il y a une part de hasard dans le fonctionnement de l'IA, et en plus, elle est très bonne pour mélanger des choses différentes. Ce qui est souvent en fait une des caractéristiques de la création. Il y a plein d'artistes qui décident de mélanger deux choses, et ça suffit à faire une création. Même si toutes les œuvres humaines ne répondent pas à ces critères, il y a souvent aussi une dimension mécanique dans une production d'œuvres d'art. Par exemple, dans la poésie, il y a un certain nombre de contraintes, les rimes, la longueur des vers, la cohérence du sens global. Et pour agir en respectant des contraintes, l'IA elle est très performante. Donc ici, c'est un passage d'une poésie sur la mer que j'ai demandé à ChatGPT, que vous avez peut-être vu en bas, c'est un peu plus long. Je suis aussi en train d'écrire une pièce de théâtre avec ChatGPT, et je suis vraiment très surpris de la capacité de la machine à transmettre de l'émotion dans les dialogues, parce que la machine, elle a analysé toute une série de pièces de théâtre, et elle est capable de restituer quelque chose de très humain, en fait, dans les dialogues. Et elle me donne même des indications de mise en scène. Enfin, ça, c'est autre chose. Donc, pour en revenir à mes cauchemars de faune marine, par exemple, ici, dans mon cas, j'ai demandé à l'IA de mélanger des déchets plastiques et des animaux marins, et je peux avoir ce type de résultats, donc qui sont plutôt des superpositions ou des interprétations très littérales. Et c'est ce que je trouve intéressant avec les propositions de l'IA, c'est que très souvent, ça change complètement notre idée de départ. C'est comme de travailler à plusieurs cerveaux. En fait, il y a une théorie assez intéressante qui a été formulée par des artistes de l'IA, qui consiste à définir un nouveau processus de création. En fait, on demande à l'IA de générer une image en ayant une idée en tête. L'IA génère une image qui nous surprend totalement, qu'on n'attendait pas du tout. Et la rencontre entre notre attente et cette image qui est très surprenante, ça nous donne une nouvelle direction dans notre travail. Ça nous donne carrément une nouvelle idée de ce qu'on a envie de faire. Par exemple, quand je demande à l'IA de mélanger des poissons et des bouteilles en plastique, je peux très bien obtenir des transparences et des textures, donc comme ce que vous voyez avec cette grande méduse. Ou je peux aussi obtenir des poissons qui seraient bloqués dans des bouteilles ou qui auraient fusionné avec les bouteilles. Enfin voilà, en fait j'ai des propositions très différentes et il y a des propositions auxquelles je n'avais pas du tout pensé. Donc moi j'ai essayé d'orienter les images en faisant des requêtes comme très vieilles bouteilles en plastique, textures usagées, nuages de plastique, animaux hybrides. Et comme l'IA se nourrit de photographies réelles, de nouvelles textures sont apparues plus esthétiques, plus fines. En fait, pour essayer de réaliser ma requête, l'IA essaie de combiner les textures d'une manière surprenante, avec beaucoup de malentendus, d'extravagance. Et c'est une nourriture, je trouve, assez intéressante pour les artistes, parce qu'on aime voir des choses qui n'existent pas, des choses nouvelles dans les textures. Et ce qui m'intéressait dans ce travail vidéo, c'est qu'on puisse identifier des animaux marins comme des méduses, mais en se rendant bien compte qu'il y avait quand même un problème, en ayant une espèce d'ambiguïté de départ qui allait s'accentuer au fur et à mesure du film. Donc en fait, ce que j'essaye de faire, c'est de montrer que la pollution plastique va devenir un élément de l'écosystème, une évolution naturelle des êtres vivants, que l'intelligence artificielle, par sa puissance de calcul et sa puissance à synthétiser des concepts, permet de visualiser avec beaucoup de vérité dans la représentation. Parce que, calqué sur des êtres vivants et des données biologiques existantes, la machine va trouver des liens de correspondance entre des images de sacs plastiques flottants et des organismes qui nagent dans l'océan pour en faire un organisme réaliste selon les lois de la biologie. En fait, c'est une sorte d'évolution darwinienne des animaux et des matériaux qui semblent naturels. Ce qui, moi, me semble être une prouesse assez remarquable qu'une machine puisse comprendre ça. Et ce qui est fascinant, c'est qu'on peut avoir
Enfin, on peut voir quelque chose de terrifiant dans ces images, et je pense que le caractère effroyable d'une image tient beaucoup à son caractère vraisemblable. C'est parce qu'il y a un aspect de vérité qu'on peut avoir cette espèce de fascination terrible. Je trouve aussi qu'il y a beaucoup de lyrisme dans la capacité de l'IA à assembler, à mélanger furieusement des images qui sont éloignées, parce que quelle que soit la demande, l'IA va opérer un mélange, même le plus incongru, et avec toujours beaucoup de détails réalistes, qui vont rendre ces images probables, et qui vont finalement constituer une sorte d'harmonie. D'autre part, l'IA va rendre vraisemblables tous les scénarios qu'on va pouvoir imaginer. Par exemple, si je pars de mon expérience, j'écoute des chercheurs comme vous, Maria Luisa, et je me rends compte que j'ai une idée assez floue du niveau de pollution finalement dans la mer. De temps en temps, je vois une photo de monticules de déchets au fond de l'eau dans un reportage, ou l'intérieur de l'estomac d'une baleine dans National Geographic. Et j'ai l'impression qu'on a tous ce flou, en fait, que finalement on a une idée un peu vague du niveau réel de pollution dans les écosystèmes marins. Donc j'ai commencé à élaborer une fiction avec des chercheurs qui collectent des spécimens de faune marine et qui essaient d'inventorier les dégâts actuels sur les animaux, les crustacés, les plantes. Et ce que je trouve toujours très beau, c'est que dans ces images, il y a une multitude de détails qui nous renvoient à quelque chose de réel. Parce qu'on est encore dans ce moment où on voit l'image comme quelque chose de vraisemblable. Et on peut s'interroger pour se demander si on croit, et ça peut nous renvoyer à notre propre méconnaissance réelle du niveau de pollution. Peut-être que dans 10 ans, on aura un rapport complètement incrédule aux images, on cessera de voir quelque chose qui existe réellement dans une photographie, et certaines photographies auront un tampon pour dire qu'elles sont authentiques. C'est d'ailleurs dans ce sens que vont les grandes entreprises de l'IA. Dans la prochaine version de DALL-E, donc dans DALL-E 3, les concepteurs ont mis en place, donc je cite, des mesures d'atténuation pour refuser les requêtes qui demandent le nom d'un personnage public. C'est-à-dire que pour éviter de voir continuellement des images du pape avec une doudoune ou du président Macron qui ramasse les poubelles à Paris, ce qu'on a pu voir récemment sur Internet, on va essayer de limiter les requêtes qu'on peut faire dans les nouvelles IA. En fait, l'IA générative, elle est encore dans une phase très intéressante où la vérité et la vraisemblance sont au même niveau pour elle. Par exemple, on peut écrire un texte historiquement faux, avec beaucoup de détails réalistes, ou créer un animal qui n'existe pas, ce qui est une source assez intéressante de questionnement, je trouve, pour la représentation pour les artistes. Donc je finirai en disant que quand on se pose la question du remplacement de l'artiste par la machine, on peut quand même se dire que la machine n'agit pas seule, et c'est toujours l'artiste qui juge le résultat intéressant ou non, et qui décide de tordre le résultat à la proposition dans un sens ou dans un autre. L'intention reste déterminante dans la production d'une œuvre d'art. On verra si les machines peuvent simuler une intention. Ce sera peut-être possible car on est encore au début des capacités émergentes de l'IA. Et on pourra peut-être bientôt demander à une machine de nous éclairer sur notre propre intention. Et elle le fera très bien, comme elle sait le faire, avec beaucoup de réalisme et de poésie. Merci. Merci Florian. Alors bravo à nos 4 intervenants, puisque en plus d'avoir été passionnants, vous avez été concis, et donc on a 10 minutes pour quelques échanges avec le public. Donc si vous souhaitez poser des questions, voilà, on a les huissiers du département qui sont là, qui vont vous amener un micro, et donc vous pouvez poser vos questions pendant une dizaine de minutes. Merci. Diana, si vous voulez venir aussi. Allez, je vous cède ma place avec beaucoup de plaisir. Vous avez un micro pour prendre la parole. Première question, bonjour. Bonjour, je suis Stéphanie Lopez et je travaille dans l'intelligence artificielle en santé, mais tout ce qui est autour de l'IA, les enjeux de l'éthique, etc. sont aussi très intéressants. Je voudrais rebondir déjà sur la dernière présentation qui est quand même assez original. On n'a pas l'habitude d'entendre parler les artistes qui utilisent l'IA. Je suis d'accord avec vous sur l'aspect que la machine n'agit pas seule, c'est l'artiste, et on a cette problématique quand on fait une IA pour des médecins de savoir si à terme on va remplacer le médecin ou pas. Je pense que ça nous rejoint. Mais j'ai une question sur le fait de rendre esthétique quelque chose qui est moche. Est-ce que ça risque pas de banaliser en fait ce qui est moche? Disons le fait que tout le monde puisse utiliser cette intelligence artificielle, pour moi, a beaucoup de sens, parce que tout le monde va avoir une idée, tout le monde a une idée, je pense, de quelque chose qu'il a en tête. Mais pour l'instant, la barrière, elle est qu'on ne veut pas dessiner, on ne veut pas sculpter, on ne veut pas chanter, parce qu'on a cette barrière technique. D'un seul coup, on a cet outil qu'on peut tous utiliser très facilement. Donc là, je pense que la notion de moche, la notion de beau,
elle va plutôt être remplacée par qu'est-ce qui nous intéresse. Il y a d'un seul coup des gens qui ont absolument, qui se sont jamais posé la question de mais qu'est-ce que j'ai envie de représenter, de quoi parle mon image, qu'est-ce que c'est couleurs, qu'est-ce que c'est matière. D'un seul coup, ils vont rentrer dans cette posture d'artiste et ils vont avoir ce feeling de création. Et c'est ça que je trouve. Ouais, allez-y, c'est ouvert, quoi. Il faut y aller, il faut utiliser l'IA pour faire des images. Voilà, je pense que la question, elle est là, plus que dans une esthétique de moche ou de beau, personnellement. Très bien. J'aurais une deuxième question. Je peux répondre aussi, si je peux me permettre, je pourrais intervenir aussi sur cette question. Étant donné que je connais pas mal de la partie informatique, en fait, de la partie technologique, et j'ai quand même une certaine sensibilité d'artiste classique, c'est-à-dire avec ces concepts de faire quelque chose d'esthétique, qui veut montrer quelque chose. Quand on dit esthétique, ce n'est pas le concept de beau qui a changé pendant le temps. Donc quelque chose qui il nous montre quelque chose dans les yeux. Voilà, on peut dire esthétique, c'est que les yeux regardent quelque chose. Et effectivement, je pourrais ajouter à la réponse de Florian que ces nouveaux outils sont les pinceaux d'une fois. Si vous pensez, les artistes ont toujours changé leur façon de représenter la réalité ou créer quelque chose par rapport aux technologies, aux techniques qui étaient disponibles. On n'avait pas l'aquarelle, quand on avait la peinture à huile, quand on ne sortait pas et on devait rester dans l'atelier, quand on prend des artistes d'origine asiatique qui ont toute une autre mentalité par rapport à notre histoire de l'art. Effectivement, je pense que ces nouveaux programmes et ces nouvelles technologies qui sont à disposition sont un outil en plus. Comme Florian dit bien, c'est bien à la fin du compte, c'est l'artiste qui trouve éventuellement quelque chose d'intéressant en ce que la machine propose. Et il se peut que cette collaboration effectivement par ces programmes qui d'ailleurs ont été alimentés par les savoirs et la sensibilité des artistes de tous les passés. Ils ne sont pas nés du nul, ils sont nés de ce qui existe actuellement. Et effectivement, ils peuvent proposer des solutions, des techniques, des aspects et des images qu'ils nous surprennent et que nous retenons comme artistiques. Si je peux me permettre, j'ai encore une deuxième question et après je passe la parole. Ce serait plutôt pour mettre en relation en fait les deux interventions plus scientifiques de Maria Luisa et de Thierry. Terra Pacifica, j'en ai entendu parler récemment pour une étude sur les coraux et votre solution Thierry est plus multimodale et aujourd'hui est plutôt dédiée à des eaux froides. Est-ce qu'il serait possible par exemple de les mettre à disposition dans des zones plus chaudes? Alors, les technologies qu'on développe, elles sont faites pour fonctionner dans ce qu'on appelle des environnements sévères. C'est-à-dire, effectivement, ce qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on peut fonctionner, là on a eu un cahier des charges par exemple pour les barrages au nord de la Norvège où les eaux sont gelées ou quand la glace fond, ça vient taper les capteurs et puis on est à des fonctions, on est avec des gradients de température et des gradients de pression qui sont très importants. Nos technologies peuvent être déployées jusqu'à des températures de moins 40 degrés. Alors évidemment, l'eau ne va jamais à moins 40 degrés, hein, elle a gelé avant, mais nos technologies peuvent aller jusqu'à plus 70 degrés. Donc moins 40 plus 70, qui nous permet d'aller dans les eaux tropicales également, et à toutes les profondeurs. Voilà, donc nous aujourd'hui on est dans des phases de finalisation expérimentale, c'est-à-dire qu'on rentre dans la phase d'industrialisation de nos produits. Et là effectivement nous on serait assez intéressés pour trouver effectivement des applications en environnement tropical pour pouvoir ce qu'on appelle tropicaliser nos électroniques. Voilà. Maria Luisa, vous souhaitiez parler ou pas? Répondre, non. Est-ce qu'on a une dernière question avant de céder la parole à Marco Landi pour la conclusion? Monsieur, allez-y. Oui, bonjour, c'est Jean. Donc je fais des photos sous-marines et je voudrais revenir sur ce que j'ai vu au niveau du dernier intervenant. Je me posais la question juridique entre appropriation et
contrefaçons. Et par rapport à l'intelligence artificielle, on a quand même au niveau des artistiques des droits à défendre. Donc par rapport à l'intelligence artificielle, est-ce qu'il y a une véritable réflexion par rapport aux droits de propriété industrielle et commerciale? Est-ce que je peux me permettre de vous demander si vous avez une réflexion là-dessus? Et deuxième remarque, concernant les photos travaillées pour montrer par exemple des poissons dans un plastique, etc. Je suis fasciné par ce que vous avez montré parce que je porte une réflexion au niveau politique, notamment en me tournant du côté du département. Il y a peut-être matière à une communication intelligente pour montrer justement les gestes à ne pas faire et éduquer en fait 1 million de personnes pour préserver la mer et nous conserver un avenir. Parce qu'au fond, pour reprendre une parole célèbre, on ne protège bien que ce qu'on connaît. Alors, je ne suis pas un spécialiste du droit, mais je peux vous dire que toutes les images que vous faites avec une intelligence artificielle vous appartiennent. Maintenant, c'est globalement ça que les entreprises, les grandes entreprises ont tranché. Après, on était dans une période un peu sauvage où l'intelligence artificielle se nourrissait de tout, de tous les artistes existants. On pouvait demander « fais-moi une image dans le style de Van Gogh », mais aussi des artistes beaucoup plus récents. Maintenant, on est en train de légiférer sur tout ça. Et dans les nouvelles versions, par exemple de DALL-E 3, on ne pourra pas faire un prompt en utilisant le nom d'un artiste vivant. Donc on pourra utiliser que des noms d'artistes qui sont décédés. Voilà, donc ça va aussi beaucoup orienter les nouvelles orientations des artistes qui pourront plus utiliser, ils pourront plus copier leurs voisins, moins facilement en tout cas. Pour ce qui est de l'impact des images, moi je suis d'accord avec vous. Je pense que un des intérêts, c'est que ces images, elles sont assez fortes. Enfin, moi, je trouve vraiment, on peut vraiment se projeter. En fait, les seules limites, c'est vraiment les limites de notre imagination avec l'intelligence artificielle. Donc, effectivement, on peut créer très facilement des images qui ont un impact très fort. Et puis surtout, ce que j'essayais de dire, c'est qu'il y a toujours une dose de réalisme qui est incroyable. Et moi, je trouve que le lyrisme, il vient aussi de là. On est touché par ce réalisme. Une question. Moi, je pense, alors je ne suis pas sûre. Il y a certains softwares Prenez le micro, Maria-Louisa, s'il vous plaît. De partage dans le web, comme Midjourney, qui les images, elles appartiennent à personne, à tout le monde, en effet. Ça veut dire que vous pouvez vous entraîner à demander, voilà, parce que vous parlez à l'intelligence artificielle et vous dites « j'aimerais que vous me fassiez ceci, cela, cela ». Et en effet, cette image, elle appartient à tout le monde. Parce qu'on peut la visualiser en même temps. Voilà. Ça veut dire que ça, c'est aussi un pas peut-être intéressant. Hein. Merci à tous les deux. C'est vrai que les droits d'auteur, c'est un sujet qu'on a déjà évoqué dans les IA Date. Marco, pour conclure, s'il vous plaît, je vous demande d'applaudir Marco Lendi, qui est donc le président de l'Institut Europia et du comité d'experts du Smart Deal 06. Et on a vu ce soir que le Smart Deal pouvait rejoindre le Green Deal. Oui, merci au président Ginesi qui nous a offert ces magnifiques endroits. Et tous les mois, nous, on va faire une conférence, toujours sur l'intelligence artificielle. La prochaine sera en novembre et avec un des grands Français de l'intelligence artificielle, le professeur Ganacha. Et on va finir notre cycle de conférences le 7 décembre avec Cédric Villani, que certainement vous connaissez. Ce sera un grand plaisir d'entendre sa position sur l'intelligence artificielle. Uomo, ma non capisci che se tu mi uccidi, tu uccidi te stesso. Je ne sais pas si vous avez vu à l'entrée, dans cette merveilleuse salle, il y avait des images de la mer. Il y avait les messages que la mer nous donnait. Homme, homme, mais tu ne comprendrais pas que si tu me tues, tu seras le premier à être tué. Notre destin est lié. Et moi, j'étais surpris que Florian l'a fait en italien. Il y avait les sous-titres en français. Uomo, uomo, pour dire donna, donna.
È possibile che non capisci che i nostri destini sono uniti. Et on ne va pas mourir d'ici à 50 ans. Vous avez vu ce que Maria-Louise nous a montré. Beaucoup de ces déchets sont dans les poissons. Et nous, on mange les poissons. Ils sont partout, dans les bouteilles. Ce que Maria-Louise nous a montré, c'est vraiment formidable. Et je voudrais reprendre un des slides que Maria-Louise nous a présenté pour un message que nous, on devrait amener avec nous. On a entendu les dégâts, les problèmes. Mais qu'est-ce qu'on peut faire? Et le message que Maria-Louise nous a dit, éducation et sensibilisation. Voilà, ça c'est ce que l'Institut Europia, la Maison de l'intelligence artificielle, les Smart Deal, Artec sont en train de faire. Mais après, il nous donne des conseils très importants. Refuser. Bannir les plastiques à usage unique. C'est une grande guerre. Mais 2040 est peut-être un peu trop tard. Mais certainement, nous pourrons aussi commencer à faire quelque chose. Quand je voyage dans les avions, et on vous offre de l'eau, je ne sais pas si vous avez vu combien de bouteilles sont là. Imaginez combien de quantités de plastique vont être jetées dans la mer. Refuser les plastiques à usage unique. Réduire. Utiliser moins d'objets à plastique. Ça, nous, on peut le faire. Je ne sais pas combien de vous utilisent un espresso. C'est un bon café. Mais vous avez vu combien de plastique. C'est mieux d'utiliser la machine napolitaine. Bravo. C'est encore plus bon. Et il n'y a aucun problème de pollution. En plus, tout ce qui reste, on le met dans les fleurs. Et c'est un fertilisant très bon pour les fleurs. Je reprends encore. Réutiliser. Encore et encore. C'est à nous de le faire. Ce n'est pas en sortant d'ici, il faut que nous tous on devions des sponsors de ce message. Autrement, c'est inutile d'entendre et de faire venir des grands personnages comme Marie-Louise et rien faire. Recycler. Quand tu ne peux plus les utiliser, il faut les recycler. Et dernière, il faut avoir une gestion des déchets en ressources. Vous avez bien dit. Et je voudrais finir ici en remerciant vraiment Maria-Louise, Thierry, Florian. C'est magnifique, c'était Mare Nostrum. Les latins y tenaient beaucoup. Ce sont eux qui lui ont donné Mare Nostrum. Essayons de les considérer nous aussi Mare Nostrum, et de ne pas les polluer, de les protéger. Ça signifie protéger nous-mêmes. Déchets, il faut les reprendre et il faut faire de l'art. Mais c'est magnifique. Et ça, je vais donner vraiment un grand remerciement à Diana, ma femme, parce que c'est elle qui a tout pensé avec force, volonté, passion. Et je pense que le succès de cette soirée, c'est aussi merci à Diana.